Ok, voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, en fait, vous êtes au meet-up de Softwarecraft Romandie, qui est la communauté sur la partie francophone de la Suisse. Aujourd'hui, ça représente Genève, Lausanne et Sion. On était le week-end passé au Socrates Suisse, qui est en fait l'événement communautaire qui regroupe toutes les communautés de toute la Suisse. Donc, il y avait y compris Zurich, Lucerne et Chiasso qui étaient là. 4 jours ensemble et c'était très sympa. Je vous recommande la possibilité de venir l'année prochaine. Ce serait top de vous voir aussi si vous êtes dans la région. Il n'y a pas que des Suisses, il y a aussi des personnes de l'extérieur de la Suisse. Sinon, il y a Alpcraft qui sera les 1er et 2 juin sur le côté de Grenoble, ou dans Chambéry ou Grenoble, je ne sais plus exactement. Ouais, non, c'est Grenoble. Je crois qu'il reste encore des places, ça part très vite. Premier jour, c'est type conférence, des speakers. Deuxième jour, en mode open space. Donc ça, c'est pour la communauté qui est à côté d'ici, côté France. Sinon, les dates que je connais pour l'instant, Socrates France, ça va être à la rentrée en septembre. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'inscription. À recommander, c'est dans le sud de la France, c'est toujours très sympa, dans un château, avec tout ce qui est intéressant. Les repas sont très bien. C'est le meilleur Socrates si on veut penser à son estomac. Socrates Italie, ça va être, aux dernières dates, j'ai compris, ça va être quelque part au mois de mai. Je n'ai pas encore les dates précises, donc dès que ça viendra, on fera, et on fera le savoir soit sur le, bah, et plutôt, et sur notre chaîne YouTube, non, sur notre chaîne LinkedIn, puis sur le Meetup, les dates en fait des prochains événements. Voilà. Et puis, on va essayer de faire un Socrates Day, donc sur un jour, dans la partie Romandie, peut-être éventuellement avec les Tessinois, quelque part cet automne. Puis autrement, bah, ce sera l'année prochaine. On est un peu timide, mais on va y arriver. On va faire un événement sur une journée. Voilà. Les prochains événements, on n'en sait rien du tout pour l'instant. On est en attente de réponses de certains, si ça va être sur site, si c'est sur événement. Sûrement, on va avoir Aled Souf qui va faire une présentation sur Domain Driven Design dans le monde Legacy. Dans le Legacy, très intéressant. Il avait déjà lancé au Socrates, la communauté Craft de Zurich. Donc là, je l'ai invité à présenter aussi pour ça. Donc, il sera en remote, je crois, sûrement en remote la présentation. Puis là, on est en train d'essayer d'avoir Kevin Piacenti aussi, qui n'est pas un craft, mais c'est intéressant toujours d'avoir l'avis de non-crafters dans la communauté. Voilà, donc ce soir, je vous laisse avec Frédéric Legodois, qui accessoirement, en fait, j'ai suivi en mars l'année passée une formation sur le No Estimate, et j'ai adoré. Le matin, c'est vrai que j'étais un peu barbant parce que je connaissais un peu Scrum, mais l'après-midi, c'était très intéressant et aujourd'hui, je l'applique en continu et je le vends à tout le monde qui veut bien y croire. Donc, c'est en mode plutôt question-réponse parce qu'il n'y a pas vraiment de slide à faire pour du No Estimate. Mais là, je vais lui faire la question de la mort qui va être en fait la grosse question. Ça va lui faire la moitié de son temps déjà sur ça, donc ne vous en faites pas. Ah, Voilà. je peux te- Donc, Frédéric, je peux tenir 2 heures à partir d'une question, mais on va essayer ouais, de tu faire. peux aussi. Donc, Frédéric, c'est quoi ce no estimate? Alors, no estimate, on va dire que c'est un courant de pensée. Certains pourront dire qu'il s'inspire de l'agilité. Je dirais à mon sens que c'est plutôt un retour aux sources de l'agilité, qui part tout simplement qui met comme postulat qu'il faut arrêter de faire toute forme d'estimation. Sachant qu'il y a 2 grandes formes d'estimation. Il y a des estimations de charges et dans le développement logiciel, si on parle de ça, grosso modo, les charges, c'est le coût, puisque c'est pas la chaise, ni le clavier, ni la clim, ni le chauffage, qui coûtent, c'est bien entendu le temps passé. Et puis on a des estimations de délai, une estimation de délai, donc et quand on met tous les délais, bout à bout, ça fait les plannings. Et donc le non estimate, c'est tout simplement le courant de pensée qui dit qu'il faut arrêter de faire tout ça. Donc à la fois arrêter d'estimer, de faire des charges, d'estimer les charges et aussi arrêter toute forme de planification.
Ça, c'est finalement, quand on repart du manifeste agile qui nous dit: «L'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan, c'est d'aller jusqu'au bout de cette logique-là», c'est-à-dire du passer dans du pur adaptatif. C'est pour ça que je pars du principe que pour moi, c'est un retour aux sources de l'agilité et ça s'inscrit, quelque part, tu parlais de Scrum, mais un peu en opposition à un Scrum ou en tout cas un Scrum, appliqué de manière un peu bébête comme on le voit souvent. Notamment ces sprints qui sont pris comme des engagements à livrer des fonctionnalités à certaines dates et qui font beaucoup parler de beaucoup de contractualisation. Donc voilà dans les grandes lignes, ce que c'est que le non estimate, aujourd'hui. Et du coup, est-ce que vous avez des questions? Un mode questions-réponses et toutes les questions sont De permises. questions. Je vais enchaîner sur une autre question. Ouais, Mais en fait, tu sais, quand on essaie de vendre de nos estimates à nos gentils managers ou à nos ouais. gentils clients, on dit oui, mais moi, il me faut un budget. Mmh. Comment tu fais pour ça, pour les budgets avec le no estimate? Alors, comme je disais, l'estimation, c'est le lien entre, le budget et ce qu'on fait et on va dire des fonctionnalités dans du développement logiciel ou le temps et des fonctionnalités. C'est le lien entre les 2. Si on annonce que des fonctionnalités, ça n'aurait pas beaucoup de sens, mais des fonctionnalités sans un budget et sans, et sans un planning, c'est pas des estimations. On est en non estimate. Si on annonce un budget sans fonctionnalité, il y a pas d'estimation. Si on annonce un délai sans fonctionnalité, il y a pas d'estimation. Il y a estimation à partir du moment où il y a une association entre les fonctionnalités et un coût et les fonctionnalités et le délai. Donc, en fait, on peut annoncer un budget si on n'annonce pas les fonctionnalités qu'il y a en face. Alors je sais que ça peut paraître un peu bizarre dans un premier temps, dit comme ça, mais ça me permet d'évoquer la vraie Désolé, je peux pas nature. brancher le casque. Oui, il y avait une question peut-être? Non? C'est bon? Il y a quelqu'un qui a allumé son. Désolé, je n'avais pas compris coupé mon micro, ce que je vais faire tout de suite. Il y a pas de mal. Mais c'est bien d'avoir le micro ouvert, ça permettra de poser des questions après. Et donc en fait, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on peut s'attarder un peu sur la nature du développement logiciel. Je centrerai là-dessus, après s'il y a des questions dans d'autres domaines, je peux élargir. Mais en fait, c'est essayer de comprendre ce que c'est qu'un logiciel et il y a un gros quiproquo sur ce qu'est le logiciel, parce que nos esprits, dans un but de simplification, voient le logiciel comme un tout fini qui ne bouge pas. Donc on pense que Facebook ne bouge pas, que Twitter ne bouge pas, qu'Amazon ne bouge pas, que Blablacar ne bouge pas, que ce sont des choses figées qui ont été conçues à un moment, pensées, développées et c'est fini. Or, si on parle d'un logiciel comme ça, c'est une vue de l'esprit, parce qu'à peine on chercherait à toucher ce logiciel-là, il serait en train de changer. On sait bien que toutes ces grosses plateformes et toutes les startups qui marchent bien, les modifications, c'est quasiment, tous les jours. Et donc en fait, notre logiciel qu'on voit comme quelque chose de fini, c'est un agrégat de fonctionnalités. C'est-à-dire que c'est à un instant T, il y a des fonctionnalités, puis demain, il y en aura d'autres et puis il y en a d'autres qui vont être retirées et d'autres qui vont être ajoutées. Et donc si on a compris ça, si on a compris que le logiciel n'était pas un tout indivisible et immuable, mais que le logiciel, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, en fait, on n'a pas trop de problématiques à mettre un budget. Pourquoi? Parce que le budget, c'est pas pour livrer un nombre de fonctionnalités complètement défini. Le budget, c'est pour s'attaquer à une problématique. Et donc, si notre client a une problématique du style: «Je veux fluidifier ma chaîne logistique, je veux améliorer, la fidélisation de mon client sur mon site marchand» ou peu importe sa demande, il a une problématique et face à ça, on va pouvoir lui mettre un budget. Il n'y a pas de problématique de mettre un budget pour répondre à une problématique, pour atténuer une problématique. Ce qu'on ne peut pas faire, et c'est pas juste de l'idéologie, c'est que personne n'y arrive. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est, d'associer un budget avec des fonctionnalités qui vont être livrées. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que l'activité de développement logiciel est une activité qui s'apparente beaucoup plus à de la recherche et du développement qu'à une activité de production. Ça fonctionne par essai-erreur, l'activité est imprédictible et en plus c'est soumis à plein d'aléas, qui fait que c'est complètement imprédictible. Ce qui fait que je persiste à dire que 100 des plannings sont faux, c'est à peu près la seule chose qu'on sait sur les plannings
et qu'on peut trouver de très, très belles excuses et prétextes pour expliquer qu'un planning est faux. Il n'empêche qu'il n'en reste pas moins faux. Donc, on peut annoncer un budget en non-estimate puisqu'on n'annonce pas les fonctionnalités. Et je pense même d'ailleurs que le non-estimate, c'est la seule manière de respecter les budgets. Parce que les estimations, c'est ce qui fait que les budgets explosent. Ok, Simplement. merci. Il y a Florence qui a une question. Vas-y, Florence. J'en avais deux. Oui, j'en avais deux. On t'entend très mal, Florence. C'est vrai? Ah oui. Tu as l'air très très loin de ton micro, ou ton micro est très loin de toi, c'est selon. Bon. Est-ce que là, c'est mieux? Oh, c'est 1000 fois mieux. Ok. Alors, première question. On sait très bien que les équipes produits et les équipes dev ne sont pas les seules dans l'organisation. Et on a beaucoup d'entreprises qui sont plus orientées projet qu'orientées produit. Et du coup, ils ont tendance à vendre des choses à des clients ou des nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, côté équipe de développement, il faut tenir ces délais-là. Ils demandent souvent d'ailleurs une roadmap qui est liée au développement du produit. Donc, comment on allie nos estimates à ça, c'est-à-dire les préoccupations business et la réalité des équipes dev. Et la deuxième question, c'était quoi la deuxième question? Bon, je vais m'en souvenir, mais si tu peux déjà répondre à celle-ci, le temps que je me souvienne de la deuxième. Ok. Ah si, oui, je m'en souviens. Ouais, désolée. Généralement, en tout cas, moi, dans les équipes dans les entreprises où j'ai travaillé, on avait plusieurs équipes qui travaillaient sur un même produit. Et du coup, ça crée des interdépendances entre les équipes. Quand on fait la planification, comment on gère ça en no estimate, en fait, sachant que généralement, on sait que telle équipe va à peu près terminer à telle date. Généralement, moi, je mets un petit coussin pour au cas où il y a un petit peu de débordement, mais ça me permet au moins d'avoir une idée de quand seront disponibles les développements que j'attends des autres équipes. Ok. Je vais commencer par la deuxième question et ensuite je vais remonter sur la première question. Deuxième question, comment est-ce qu'on fait de la planification quand on arrête de faire de la planification? Je la résume de manière un peu taquine. Si on arrête de faire des estimations, on arrête de faire de la planification. Donc, je vais la résumer autrement. Comment est-ce que je fais pour synchroniser des équipes si j'ai plus de planning? Et c'est surtout ça qui nous intéresse, des équipes qui ont des adhérences. La première réponse, elle est assez structurelle, mais il faut quand même y penser. C'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires qui sont capables d'aller du recueil du besoin auprès des utilisateurs jusqu'à la livraison, avec le moins d'adhérence possible. Moins j'ai d'adhérence, moins j'ai besoin de me synchroniser avec une autre équipe. Plus mon organisation est organisée par spécialité métier, vous avez les fronts d'un côté, les bacs de l'autre, les ingénieurs, les DBA de l'autre côté et puis les autres de l'autre côté, plus vous aurez de la synchronisation. Donc en fait, équipe pluridisciplinaire qui est responsable d'un périmètre fonctionnel plutôt qu'équipe orientée métier et par spécialité. Donc ça, c'est une première réponse à y apporter. Ça peut nécessiter des restructurations un peu lourdes dans des entreprises, mais c'est aussi un combat du quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans une équipe, regardons les adhérences avec qui on a des adhérences et posons-nous la question, est-ce que je ne suis pas capable de faire le boulot que je demande à l'autre équipe ou est-ce que je ne peux pas céder, au contraire, un peu de mon périmètre et ainsi avoir des équipes qui soient de plus en plus autonomes sur leur périmètre? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, si j'ai quand même des adhérences, et il y a un moyen qui est extraordinaire pour travailler ensemble, ça s'appelle se parler. Et je rigole comme beaucoup des synchronisations à l'échelle. On se dit, mais comment est-ce qu'on va synchroniser plein de personnes? Eh ben, en fait, si toutes les équipes qui doivent travailler ensemble sont synchronisées de manière bilatérale, c'est-à-dire que toutes les équipes avec qui je dois bosser, je leur parle régulièrement, qu'est-ce qui peut bien rester comme adhérence qui ne serait pas gérée? Quel besoin de synchronisation il pourrait bien rester? Donc en fait, si toutes les équipes qui doivent travailler ensemble se parlent régulièrement, eh ben, probablement qu'on a résolu une bonne partie du problème. Le troisième élément de réponse, c'est que si chaque équipe a un backlog, ça veut dire j'ai des listes de tâches qui sont, on va dire, de fonctionnalités qui sont priorisées, je n'ai pas besoin de savoir quand est-ce que je vais commencer. Si je dois attendre quelque chose de quelqu'un et que ce n'est pas prêt,
ma fonctionnalité ne peut pas être prioritaire, puisque ce n'est pas prêt. Donc, je vais faire autre chose en attendant. Donc, voici 3 éléments de réponse sur comment est-ce qu'on synchronise des équipes quand on ne fait plus de planification. Le premier, c'est structurellement essayer d'avoir des équipes le plus pluridisciplinaires possible, orientées fonctionnelles et non pas orientées techniques. Le deuxième élément, c'est que si j'ai des adhérences entre équipes, il faut que les équipes se parlent régulièrement. Et le troisième élément, c'est je n'ai pas besoin de planifier le début de mes travaux, puisque si j'ai un backlog, un vrai backlog, et je vais quand même préciser la différence entre un backlog et un planning, parce que parfois, ce n'est pas très clair. Un planning, c'est la liste de toutes les tâches qu'on est sûr de ne pas faire aujourd'hui, voilà, qu'on fera peut-être un jour, très probablement pas à la date à laquelle c'est écrit sur le papier et potentiellement jamais. C'est ça un planning. Donc en fait, le planning nous apporte que des informations dont on n'a pas besoin. Les seules informations dont on a besoin, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant. Et ça devrait être ça, le backlog. Le backlog, c'est de l'écrémage. C'est-à-dire qu'on a fait une pile, et ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en haut du backlog. Le bas du backlog, on s'en fiche un peu. Et on s'en fiche même beaucoup, d'ailleurs. Et donc, en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et du coup, il me dira, oui, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Ben, si aujourd'hui, je fais le plus important en termes de valeur ajoutée que je peux créer pour mon client ou pour ma boîte, et que demain, je fais la même chose au vu des informations que j'aurai demain, et qu'après-demain, je fais la même chose au vu des informations que j'aurai après-demain, et que je fais ça toute l'année, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, j'ai créé le plus de valeur possible que je pouvais pour mon client au vu des informations que j'avais. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça, que créer le maximum de valeur. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect un peu comment synchroniser des équipes, des équipes pluridisciplinaires avec des vrais backlogs, a priori, n'ont pas besoin d'avoir des plannings communs. La deuxième question, c'est, alors, le business va vendre des fonctionnalités, donc ils vont vendre des délais, ils vont vendre des coûts pour développer des fonctionnalités. Comment est-ce qu'on fait pour partir dans une estimate? Le non-estimate suppose qu'on va changer notre manière de vendre et de contractualiser. C'est-à-dire que les estimations, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on fait dans le développement logiciel. Donc, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on contractualise, comment est-ce qu'on va communiquer, comment est-ce qu'on va envisager notre activité. Je disais en introduction, mais c'est même comment est-ce qu'on perçoit un logiciel. Et donc, si on part en non-estimate, on va retirer les estimations, donc tout va s'effondrer. Donc, il va falloir revoir comment est-ce qu'on vend, revoir comment est-ce qu'on contractualise. Dans les grandes lignes, si on vend des nouvelles fonctionnalités, je pense que c'est un peu comme si un laboratoire pharmaceutique, on a eu pas mal de laboratoires pharmaceutiques qui ont produit des vaccins, c'est comme s'ils vendaient le brevet de leur vaccin plutôt que vendre les doses de vaccin. C'est un peu bébête. Les laboratoires pharmaceutiques font de la R&D, et puis quand ils ont conçu leur vaccin, conçu leur nouveau truc, ils vendent les doses de vaccin. Dans le logiciel, on devrait faire ça. C'est-à-dire qu'on devrait concevoir une nouvelle fonctionnalité, c'est de la R&D, et donc on ne devrait pas vendre cette phase de conception, on devrait vendre l'usage de la fonctionnalité. Et tous les grands noms du logiciel, tous les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, il n'y en a aucun qui vend du développement sur mesure. Aucun. Ils vous vendent un service. Je rappelle quand même que, par exemple, Blablacar, j'aime bien cet exemple, je rappelle que c'est une boîte de logiciels. Ils ont 0 voiture, ils n'ont jamais transporté qui que ce soit, Blablacar. Donc en fait, ce qu'ils vendent, c'est bien les fonctionnalités qu'ils développent. Et ils vendent le développement de leurs nouvelles fonctionnalités par la petite part qu'ils se prennent Doctolib aussi, je prends des exemples français, mais je pense que ça parle, par un système d'abonnement en fait. Et s'ils arrêtent de développer des nouvelles fonctionnalités, ils sont morts, parce qu'il y a la concurrence qui est en embuscade. Donc, ils doivent développer des nouvelles fonctionnalités, c'est de la R&D, et ils se financent sur les fonctionnalités qui existent déjà. Et donc, ça suppose effectivement un changement dans le commerce pour arriver à plutôt vendre les fonctionnalités qu'on a plutôt que de futures fonctionnalités. Je pourrais revenir un peu aussi sur l'aspect commercial. Il y a beaucoup de demandes d'estimation qui sont liées à des problématiques de confiance. Et quand on a des clients sur le long terme
avec qui on va rester très longtemps en relation, un des moyens de générer de la confiance, c'est de livrer. C'est de livrer très souvent. Mais c'est aussi vrai en interne. C'est-à-dire que moins on livre souvent, plus on a de demande d'estimation. Plus on livre souvent, plus il y a de confiance, moins on a de demande d'estimation. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Si Florence est toujours parmi nous, ou ça c'est avec d'autres questions pour Florence. Non, je suis toujours là. Oui, oui, tu as bien répondu aux questions. Alors après, c'est aussi un changement d'état d'esprit au sein de l'entreprise. Et ça, c'est généralement assez difficile à mettre en droite s'il n'y a pas un changement de manière de penser du management, entre guillemets. Parce que, voilà, c'est un peu, C'est- je sais pas si dans ton expérience, c'était simple d'amener le changement, mais il faut arriver à convaincre et à donner des preuves que ça va fonctionner aussi. Alors, je suis Il faut pas sûr. prédire l'avenir, quoi. Je suis pas sûr qu'il faille y aller par le verbe et par l'argumentaire, parce que je pense que les gens ne seront pas trop en mesure de comprendre, même si on a des gens intelligents en face de nous. Par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, dans les ventes, alors je ne connais pas ton contexte précis, mais c'est par exemple de négocier des enveloppes, on va dire, assez conséquentes et un peu de liberté dans ces enveloppes. Donc déjà, sur une vente où il y a un prix, plutôt que d'indiquer une liste de fonctionnalités, dire la problématique qu'on souhaite adresser. Donc voilà, cher client, voici votre problématique. Et donc, quand je vais faire mon devis, si j'ai l'occasion de m'exprimer sur ça, ça veut dire, bah, OK, votre problématique, alors je donne toujours mes 2 exemples, hein, améliorer la fidélité sur mon site marchand, fluidifier ma chaîne logistique, peu importe, votre problématique, c'est ça. Et ben pour tel prix, on va travailler sur votre problématique. Et après, si on veut générer beaucoup de confiance, il va falloir très, 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 très vite démontrer quelque chose. Et ça ne dépend pas du commerce, ça dépend uniquement de notre équipe à nous. Et donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de convaincre les autres ou est-ce que déjà je dois, en tant qu'équipe, essayer d'être capable de livrer petit et souvent et pouvoir démontrer des choses rapidement pour générer de la confiance? On a probablement aussi un travail à faire de notre côté pour générer de la confiance auprès de nos prospects, de nos clients et du commerce. Une équipe qui est capable de démontrer quelque chose sous une semaine aura plus de facilité à partir sur du estimate qu'une équipe qui livre un truc une fois par an. Donc avant de convaincre les autres, on a probablement, nous, un travail à faire en termes de capacité à démontrer des choses rapidement pour générer de la confiance, qui peut aussi être fait en avant-vente, hein. Si on vous dit combien ça va coûter ça, aujourd'hui, je ne sais pas, mais par contre, je reviens dans 15 jours et je te fais une démonstration de ce qu'on aura pu produire. Si au bout de 15 jours, on arrive avec un petit truc, pas très complet, imparfait, et cetera, mais qui fonctionne, on va générer de la confiance. Donc, il y a beaucoup de choses à faire à notre niveau avant de vouloir convaincre les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas tout de suite. Alors moi, je vais ajouter ma partie en fait sur cette dernière question, sur comment amener le sujet. Moi, je dirais, c'est par l'expérience. C'est expérimenter, c'est trouver une équipe qui a envie d'expérimenter ça, qui a envie d'essayer le no estimate et elle va le montrer. Elle va montrer qu'en fait, ce no estimate, c'est pas moins précis, mais c'est plus précis. Et surtout, ça demande beaucoup de collaboration avec les parties prenantes pour y réussir. Voilà. Et comme je dis à beaucoup de managers, je leur dis, mais faites ce que vous voulez dans votre zone de contrôle. On ne va jamais vous demander, normalement, on ne vous demande pas de travailler d'une façon bien précise dans votre zone de contrôle. Donc, si vous voulez essayer le no estimate, ben essayez. Oui. C'est tout. C'est expérimenter, c'est essayer, et puis vous verrez. Puis si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Et puis on retombe sur ses pattes, et puis voilà. Mais vous serez surpris, ça marche. Ça a plutôt fâcheuse manie de marcher qu'autre chose. Oui, oui. Il y a des contextes effectivement commerciaux, c'est évoqué, où c'est un peu dur, il faut rénover la collaboration.
Moi, je me rappelle, j'avais un commercial un jour, alors ça m'avait fait sourire. Je lui ai dit: «Bon, on arrête de faire des estimations». Il avait fait une estimation à 2 jours d'un dev, 2 jours. Et je devais éduquer ce commercial. Donc il y a pas de problème, hein. Moi, j'ai pas du tout pris cette estimation comme une obligation ou quoi que ce soit. On s'est lancé, quoi. Et puis bizarrement, c'est parti au clash avec le client, incroyable. Et il m'a dit: «Mais qu'est-ce que vous avez fait?» Alors moi, je donne souvent un indicateur, hein. Je lui dis: «Bah, écoute, on a échangé 70 mails avec le client, plus les réunions et bah, bizarrement, le client n'a pas ce qu'il veut». Et donc après, il faut être capable de proposer une alternative. Et je dis au commercial: «Maintenant, tu peux vendre tout ce que tu veux, mais tu arrêtes de faire des estimations déjà. Et quand tu vas vendre une fonctionnalité, et c'est là où on peut trouver des portes ouvertes en termes de commerce, et ben, tu vends de la maintenance. Donc tu vends tout ce qui va être un financement récurrent. C'est-à-dire que dès qu'on va être dans un financement récurrent et d'abonnement, on n'a plus cette problématique. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir adapter, au fur et à mesure les découvertes du client. Et donc déjà, d'un point de vue commercial, si on a des commerciaux qui vendent du one shoot, c'est qui vendent la fonctionnalité pour tel prix, si déjà on est capable d'amener le commerce vers, on voudrait du récurrent pour chaque nouvelle fonctionnalité, et là effectivement, c'est changer ce mode de pensée de développer ça coûte cher et après, on ne perçoit plus d'argent, ce qui n'a jamais été l'objet, je dis bien jamais, d'un quelconque succès économique dans le développement logiciel. Regardez tous les gens autour de vous, ils se font financer par des fonctionnalités qui sont déjà développées, et les finances des fonctionnalités actuelles vont financer les suivantes. Vous vous doutez bien que Microsoft, quand il développe un OS, c'est à partir de l'argent qu'il a gagné sur les précédents OS. C'est forcément ça. Toutes les nouvelles fonctionnalités que vous avez dans le cloud, et cetera, sont développées non pas parce qu'un client les a financées, mais parce que les clients précédents payent les fonctionnalités qui fonctionnent. Donc, ça veut bien dire: je ne paye plus ma charge de travail de R&D, je fais payer le service que je rends. Et donc on rentre dans un financement qui est, récurrent, un financement régulier. Il peut prendre la forme que vous voulez. Si vous avez une très vieille banque en face de vous, parlez-leur de TMA, ils adorent ça. Si vous avez des gens qui ont des craintes sur la sécurité, vous vendez des mises à jour de sécurité, peu importe, tant que le financement est récurrent. Votre commercial, normalement, ça va l'arranger, parce qu'il préfère avoir des revenus réguliers que de faire une vente une seule fois. Et surtout, on va avoir un commerce et des finances, et donc des équipes qui vont être alignées avec ce qu'est réellement le développement logiciel. Parce que quand on veut rentrer une fonctionnalité dans un budget fini, on est en train de faire rentrer un fleuve dans un bidon. C'est-à-dire que, ben, il y a un moment, le fleuve, il est infini et le bidon, il est fini. Donc ça va déborder, voilà. Alors que si, on arrive à mettre en place un financement récurrent, eh bien, on va pouvoir adapter en permanence la fonctionnalité, et cetera. Et donc là, on commence à avoir finalement une harmonisation entre mon commerce, le besoin de ressources pérennes et la nature du développement logiciel. Je le précise, hein, puisque pendant, tout le siècle passé, on a pensé qu'on développait un logiciel, on faisait une mise en production, c'était la fin du projet et puis on virait tout le monde et le truc ne bougeait plus. Je précise que la mise en production, la première mise en production, c'est pas la fin du projet, c'est le début des emmerdes, et que c'est là où il doit y avoir du travail, et donc c'est là où il doit y avoir des ressources. D'où tout le courant agile qui dit: «Livrons le plus vite possible un petit truc, comme ça on va voir les petites emmerdes dès le début et on va pouvoir les traiter sur le long terme». Et ça suppose un financement récurrent. Ce qui veut dire que l'arrêt d'un logiciel, ce n'est pas le jour où on fait la première mise en production ou la mise en production finale, ou si c'est un gros module, qu'on livre le module. L'arrêt du logiciel, c'est le jour où on arrête les serveurs. Parce que le truc, ça fait 20 ans que ça tourne et on veut tourner la page. Donc c'est ça. Et tant qu'on n'a pas arrêté, il faut avoir des personnes pour s'en occuper, parce que le logiciel n'est pas un objet fini, comme peut l'être une voiture, une boîte de conserve ou je ne sais pas trop quoi. Le logiciel, ça s'apparente à un être vivant qui va constamment évoluer, qui va devoir constamment évoluer. Et ça, je peux vous en faire la démonstration relativement simplement. Si vous devez choisir un logiciel pour vous, vous allez sur GitHub ou n'importe où vous allez voir un éditeur de logiciels. Vous avez le choix entre 2 logiciels. Ils ont exactement les mêmes fonctionnalités. Il y en a un qui n'a pas évolué depuis 4 ans, l'autre qui évolue tous les mois depuis 4 ans.
Vous choisissez celui qui a évolué tous les mois depuis 4 ans, à fonctionnalité parfaitement égale. Parce que le truc qui n'a pas évolué depuis 4 ans, ça n'inspire pas confiance. Donc, en fait, un logiciel qui n'évolue pas est mort, est complètement mort. Et donc, l'ancienne culture qui nous disait on va terminer le logiciel pour le mettre en production, ben, ça ne matche pas, ce n'est pas compatible avec le logiciel. Et donc, si je vends un logiciel avec un financement unique ou une fonctionnalité ou un module avec un financement unique sans financement récurrent, c'est la même chose, à plus petite échelle, mais c'est la même chose. Donc, on va avoir besoin de financement récurrent. Après, le mot qu'on met derrière ce financement récurrent, un abonnement, de la TMA, de la maintenance, de la mise à jour de sécurité, de la veille, on met le mot qu'on veut. Mais tant qu'on a un financement récurrent sur la fonctionnalité qu'on livre, on aura cette souplesse de nous adapter aux clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, non. Ok, là tu nous dis, en fait, tu parles de ça, mais c'est sur les entreprises qui réalisent des applications pour d'autres et puis qui ont un produit. Oui. Mais si maintenant je te parle de sociétés style gouvernement qui font des projets selon des changements de loi, eux, ils n'ont pas ils réalisent pas, ils n'ont pas de produits qu'ils vendent à côté. C'est le citoyen qui utilise ces produits. Ils font comment, eux? Alors, il y a deux questions dans la question. Il y a comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de client final, c'est ça, en termes de financement? Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer les aspects réglementaires? Donc, les urgences réglementaires. Ok, bon, il y a deux questions dans la question. Je vais commencer par l'aspect réglementaire, parce que c'est une question qui est souvent posée. Si je ne fais pas d'estimation, alors je ne pourrai pas gérer mes contraintes réglementaires qui sont des contraintes fortes et pour lesquelles j'ai une deadline forte. Alors, ça voudrait dire que quand on fait des plannings, on arrive toujours à le faire, ce qui est faux. Donc, le planning ne nous a jamais garanti un délai. Le planning est une vaste illusion. Je rappelle quand même que si ça ne se déroule pas conformément à votre planning, ce n'est pas de la faute de la réalité, c'est de la faute du planning. Je le précise toujours. Donc, si par exemple, vous avez planifié des choses, moi j'adore, c'est débriefer les plannings et d'entendre tous les prétextes et les excuses sur pourquoi le planning n'a pas été respecté. C'est délicieux aux oreilles. Donc, par exemple, on vous dit, on a eu un confinement parce qu'il y a une pandémie, donc le planning n'a pas pu être respecté. Donc, sous-entendu, le planning, à un moment, a été vrai, mais le confinement et la pandémie a fait que le planning est devenu faux. Alors non, dans aucun univers, sur aucune planète, ce planning n'a jamais eu une quelconque réalité. Le planning, c'est juste un imaginaire, on a dit ça va se passer comme ça. Et si, du coup, le planning est en conflit avec le confinement, c'est-à-dire la réalité, ce n'est pas la réalité qui a tort, c'est le planning qui était faux. Ce qui veut dire qu'il faut intégrer dans le planning les confinements. Et là, on va me dire, mais c'est impossible de prévoir ça. Et oui, c'est impossible de prédire le futur, donc c'est impossible de prédire les éléments constitutifs d'un planning, donc c'est impossible de faire un planning. Le confinement, c'est un exemple macro qui, je pense, parle à tout le monde. Le fait que votre lead dev soit parti en urgence parce que sa femme a accouché, il faut aussi le prédire dans vos plannings parce que ça fait partie de vos délais. Le fait que l'autre équipe ne vous a pas mis à disposition les VM, il faut aussi le prédire dans… Voilà. Et bref, tout l'exercice de la planification, c'est un exercice de prédiction du futur. Et quand il y a un décalage entre le planning et la réalité, je persiste et signe, ce n'est pas la réalité qui a tort. Donc, en fait, c'est toujours le planning qui a tort. D'où, voilà, petit cadeau, citation du jour. Le retard, c'est la différence entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire qu'un planning, c'est un rêve. C'est un imaginaire. Alors après, c'est une illusion collective. Vous pouvez avoir des centaines de personnes qui croient au planning. Alors plus ils sont expérimentés, normalement, moins ils y croient. Mais en tout cas, c'est une vaste illusion collective, cette notion de planning. Donc, pour répondre à l'aspect réglementaire, j'ai une deadline courte. Est-ce que si je fais un planning, je vais respecter mon deadline? Non. Donc, du coup, je vais ajouter des ressources pour tenir mon aspect réglementaire. Si votre changement réglementaire arrive dans 5 ans, ça peut vous poser la question d'ajouter des ressources ou de changer des ressources. Si vous avez une obligation réglementaire dans 4 mois et que vous ajoutez des ressources, eh ben, ça va ralentir. Pourquoi?
parce que grandir ou produire, il faut choisir et que du coup, intégrer des nouvelles personnes dans une équipe, ça prend de la ressource à l'équipe existante. Donc, si on ajoute des personnes sur le court terme, on va ralentir. C'est comme quelqu'un qui fait un entraînement sportif intensif, le lendemain, il est naze. Donc, si on veut améliorer ses performances, il faut s'entraîner longtemps, pendant plusieurs mois ou années pour améliorer ses performances. Mais je ne peux pas faire un entraînement parce que ça consomme de mes ressources. Et donc, si j'intègre des personnes, je ralentis. Donc, si j'ai une contrainte réglementaire urgente, je ne peux pas intégrer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux me dire que je vais prioriser ça sur tout le reste. Donc, je vais prendre ma problématique et si on se représente sous l'angle d'un backlog, je mets en haut des priorités. La grande difficulté de prioriser, c'est que prioriser, c'est déprioriser. C'est-à-dire que si je priorise un sujet, je dépriorise le reste. Et tout le monde est capable de prioriser. Les gens passent leur temps à prioriser. Ça, c'est prioritaire, ça, c'est prioritaire, ça, c'est prioritaire, et tout est prioritaire. Bien entendu, une priorité est forcément relative. Et donc, si je priorise et que je ne dépriorise pas, je n'ai pas fait le job. L'acte courageux, c'est la dépriorisation. Donc, l'acte courageux, c'est de dire, OK, ce sujet réglementaire est prioritaire, et donc tous les autres ne sont plus prioritaires. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de se dire, je vais mettre en haut du backlog le truc qui est prioritaire. La deuxième chose qui peut nous aider, si j'ai un aspect réglementaire et que je dois y répondre, c'est plutôt de se dire, je vais répondre à toutes les fonctionnalités du réglementaire, c'est je vais y répondre partiellement. Alors j'adore dire ça. On ne cherche pas à régler les problèmes, on cherche à les atténuer. Parce que les gens vont me dire, mais si je ne fais pas tout dans le réglementaire, alors je vais me prendre une prune, je vais me prendre une amende, ça va mal se passer. Alors je vous donne un exemple très simple. Si vous avez une réglementation qui vous oblige à loguer certaines choses et que vous pouvez faire des logs, mais que vous n'avez pas toutes les informations à votre disposition, ben, en fait, il n'y a pas trop de problème à commencer par faire cette première version. Et si jamais vous êtes audité et que vous avez déjà entamé des choses pour vous rapprocher du réglementaire, il y a moins de risques juridiques que si rien n'est fait. Donc, même sur des aspects réglementaires, on peut chercher à atténuer le problème plutôt qu'à vouloir le résoudre complètement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à une problématique réglementaire? Je l'ai mis tout en haut de la pile, j'ai priorisé, j'ai dépriorisé le reste et je l'ai découpé le plus finement possible. Et dès que j'ai quelque chose qui est prêt, j'ai livré. Voilà. Et bien ça, c'est du non-estimate, ça, c'est de l'agilité. Je priorise, je découpe, je livre. Et du coup, pour répondre à la question, si on fait du planning là-dessus, tout le temps qu'on va chercher à planifier, replanifier, chercher à comprendre pourquoi ça ne respecte pas les délais, chercher des coupables parce que les délais ne sont pas respectés, les justifications pour expliquer pourquoi, etc. Toute cette énergie, 100% de cette énergie, n'est pas consacrée à ce que j'évoquais précédemment, prioriser, découper, livrer. Et du coup, c'est une perte de temps. Donc, en fait, si on a une contrainte réglementaire ou une vraie deadline, je reconnais que le réglementaire peut être une vraie deadline, hormis prioriser, découper finement et livrer, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire de plus et certainement pas des plannings qui vont nous bouffer de la ressource. Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'était comment je fais si je n'ai pas un vrai client. Alors, si vous n'avez pas un vrai client, vous avez un budget, normalement. Si c'est un gouvernement, il a un budget. Et donc, l'idée, ça va être de délivrer le plus de valeur possible pour le budget qu'on a. Et en fait, qu'on ait un client qui finance ou qu'on soit financé par budget, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il faudra générer de la confiance. Et dans les deux cas, du coup, j'ai tout intérêt à découper très finement pour livrer très vite pour générer de la confiance. Le gros avantage quand on fait du non-estimate, c'est que, admettons que vous ayez un budget, je dis n'importe quoi, 10 personnes pendant 2 ans, vous pouvez garantir le respect du budget, mais à l'euro près, mais vraiment. Pourquoi? Parce que quand on découpe très finement, ce qui va être notre variable d'ajustement, c'est le périmètre fonctionnel et ce n'est pas le budget. Si on fait un budget et on va te dire, je vais vous faire tel cahier des charges pour tel prix, comme tout ça, c'est imprédictible, je persiste et signe, plus on va se rapprocher de la deadline, plus ça va être la panique, parce qu'on s'aperçoit que ça ne va pas tenir dans le budget. Plus ça va être la panique, plus il va y avoir du mensonge et de la dissimulation. C'est-à-dire qu'on ne va plus rien dire au client parce qu'on ne veut pas se faire taper sur les doigts.
Et du coup, arrive la fameuse date, hein, la deadline. Je le rappelle, à la deadline, on livre toutes les fonctionnalités qui étaient prévues à la date prévue et il n'y en a aucune qui fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est la qualité qui a morflé. Alors que si je fais du non-estimate, donc je ne promets pas une liste de fonctionnalités en amont, mais j'ai un budget, eh bien, je vais découper le plus finement possible les demandes de mon client. Je les livre au fur et à mesure. Et donc, en fait, à la fin, je vais adapter mon périmètre fonctionnel à mon budget. Et donc, mon client aura eu beaucoup de versions de son logiciel. Sa problématique sera considérablement améliorée, traitée. Et en plus, il aura un respect du budget à l'euro près. Donc voilà, pour un gouvernement, pour un client final, finalement, c'est même combat. Il faut générer de la confiance et il faut livrer petit et souvent. Ok, Est-ce merci. qu'on a d'autres questions? Allez, Tout le monde est timide. Didier, fais pas le timide. Alors, ce n'est pas une question de Voilà, timidité, c'est moi, nain. hein, c'est juste que j'ai pas de. Non, mais en fait, j'ai une question qui est plus. Moi, je suis très intéressé par ton discours, si je me permets de te tutoyer, même si Oh, on ne se bien connaît sûr. pas. Mais en fait, la question qui m'est venue, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer cette session en voyant quel était ton profil, c'est du coup, quel est ton profil professionnel? J'ai bien ma petite idée sur la question, mais en résumé, toi, toutes ces idées que tu as, tu les as glanées à travers ton expérience professionnelle, mais à travers de quel rôle? Voilà, c'était ma question. Ok, profil. Et puis après, j'aurai un truc, ça me fait penser à une autre question que vous n'avez pas posée, mais je vais la donner après. Mon profil, historiquement développeur, qui est beaucoup morflé sur des estimations. J'ai été très confronté à la vision théorique. Alors, en fait, moi, je suis arrivé dans le monde des télécoms au début des années 2000, d'un point de vue professionnel. J'avais suivi des très, très belles études à l'école où on m'avait appris des très belles choses du cycle en V, des cahiers des charges, des specs et tout. Et j'ai eu la faiblesse de croire que ça pouvait marcher. C'est ce qu'on m'apprenait à l'école, donc je pensais que c'était vrai. Et quand je suis rentré dans les télécoms au début des années 2000, c'était quand même la folie dans les télécoms au début des 2000, tout s'est effondré. C'est-à-dire que je me suis aperçu que c'était de la fumisterie, c'était de la blague, que ça se passait jamais comme c'était prévu, etc. Et donc, à l'époque, j'ai fait quelques recherches parce que je me suis dit que je n'étais probablement pas le premier à avoir ce genre de difficultés. Et je suis tombé sur l'extreme programming. Et de l'extreme programming, je suis arrivé à l'agilité. Et après, alors ça, je l'ai raconté dans une autre vidéo, mais j'ai eu la chance un jour de monter une équipe dans le monde de la pharma. Et donc, c'est une équipe de développement logiciel. Et mon responsable hiérarchique, pour des questions organisationnelles un peu bizarres, était un directeur artistique. Donc, c'était sympa comme expérience, puisque vous aviez une équipe de développement logiciel sous un directeur artistique. Donc, on avait une grande liberté organisationnelle. Et j'avais déjà l'intuition, plus que l'intuition, que tous les plannings étaient faux de manière systématique. Et quand je suis arrivé en ce poste-là, il y avait une développeuse qui travaillait avec nous. Et un jour, on a eu un client. Alors, c'était un client interne, c'était un collègue, mais voilà, qui est arrivé, qui a fait une demande et qui a demandé à la développeuse mais quand est-ce que ça sera prêt? C'était sa question. Donc, c'était une demande d'estimation. Et la développeuse, qui était très sérieuse, très impliquée, a dit mais c'est prêt demain matin. Et à ce moment-là, j'ai eu un choc parce que je me suis dit, mais en fait, le client, il ne voulait pas savoir quand est-ce que ça sera prêt. Ils sont fichés de ça. Il voulait être en confiance. Il voulait être sûr qu'on bosse pour lui. Et la développeuse qui a voulu se faire très, très bien voir a donné une date très, très courte. Et donc, elle s'était mise en échec. Et pour moi, c'était un choc. Je me dis, mais il faut qu'on arrête ça. On arrête ça. On n'a pas répondu à la question du client. Demain, comme toujours, les plannings sont faux, donc ça ne sera pas prêt. La développeuse va paraître comme étant pas compétente alors qu'elle l'était vraiment, parce qu'on va juger de sa compétence dans la prédiction du futur, ce qui est une compétence de voyance, et on ne va pas juger de sa compétence sur le fait qu'elle est capable de travailler vite. Et j'insiste sur le fait que c'est quelque chose qui est paradoxal, mais vous pouvez avoir des équipes qui sont très, très rapides et en retard, et des équipes qui sont très, très lentes et en avance. Aucune contradiction avec ça.
puisque votre retard, la notion de retard ou d'avance, c'est par rapport au planning. Donc, si vous dites, je prends une équipe qui va livrer 50 fonctionnalités dans l'année, d'accord? Elle en annonce 100. Elle en a livré 50, elle est en retard. Je prends une équipe qui livre 10 fonctionnalités dans l'année, 5 fois moins, mais elle en annonce 5, elle est en avance. Donc, en fait, vous pouvez avoir des équipes très peu productives qui seraient en avance, théoriquement, parce que dans les faits, tous les plannings sont toujours en retard. Et donc, en fait, il y a une confusion entre la performance d'une équipe et le respect des plannings. Et il n'y a aucun lien entre les deux. Donc voilà, donc ça, c'est mon expérience. Et après, je fais de l'accompagnement agile. Maintenant, aujourd'hui, je fais de l'accompagnement agile où je ne parle jamais de non-estimate. Voilà, dans mes accompagnements, là, j'en parle parce que c'est le sujet aujourd'hui. Je donne des formations aussi sur le sujet, mais je ne parle jamais du non-estimate parce que c'est difficilement compréhensible. Et donc, ce qu'on essaie de construire, ça va beaucoup plus être de découper finement, de livrer petit, de générer de la confiance, de s'occuper beaucoup plus de comment je vais délivrer de la fonctionnalité à mes clients qui leur conviennent, plutôt que de faire des plannings. Bon, alors dans les faits, je vous avouerai que depuis 2009, je n'ai fait aucun planning. Donc voilà, j'ai arrêté la blague. Mais je ne cherche pas à convaincre mes utilisateurs par la parole, parce que hormis dans des petits comités, des gens comme ça qui sont intéressés, ça ne peut pas marcher dans les grandes organisations, mais beaucoup plus par les actions. Je vais vous donner une action que j'ai menée début 2022. J'arrive auprès d'un collectif. Alors, c'est pas tout à fait des fonctionnalités au sens traditionnel, et c'était des lots, mais c'était un peu du développement. Ils avaient l'habitude de faire des lots de, je ne sais plus, c'était quelques dizaines de fonctionnalités tous les mois. Alors, je vous dis fonctionnalités, mais voilà, ce n'était pas tout à fait des fonctionnalités au sens de développement logiciel. Donc, en fait, ils faisaient des lots et ils annonçaient tous les mois ce qu'ils allaient livrer dans les mois qui suivaient. Eh bien, figurez-vous que ça ne se passait jamais comme prévu, mais jamais. Et ils avaient une règle qui était de dire on ne livre que lorsqu'on en a 10 de près. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé sur l'accompagnement, comment est-ce qu'on peut agir là-dessus? Je n'ai pas cherché à convaincre les personnes d'arrêter de faire des estimations. J'ai juste dit, peut-être que plutôt que d'en attendre d'avoir de 10 de prêtes, on va en livrer dès qu'on en a une de prête. Donc, on arrête de fonctionner avec des lotissements, on livre à l'unité. Les personnes m'ont dit, bah oui, mais l'acte de livraison, il est lourd. On a automatisé l'acte de livraison. Et du coup, on en a livré une dès qu'elle était prête. Donc, du coup, on a commencé à livrer tous les jours. Et comme on a livré tous les jours, les gens ont eu confiance en nous. On a énormément gagné en réactivité, puisque auparavant, l'équipe, comme tous les mois, elle annonçait ce qu'elle a livré le mois suivant et que tous les mois, c'était faux, il y avait énormément de défiance avec le client. Le client disait ils étaient mauvais. Et nous, on a arrêté d'annoncer le truc. On a livré tous les jours. On n'a plus besoin d'annoncer. Et du coup, sur toute l'année dernière, 850 livraisons, 0 planning. Et c'est pour ça que je dis que le problème commence par nous. On ne va pas arriver en disant on va arrêter de faire des estimations. On arrive en disant ok, on va automatiser les livraisons, on va découper finement, on va livrer plus, et quand il y a de la confiance, on nous demande moins d'estimations. Donc ça, c'était pour la question de mon profil. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense bien. Il y avait Nayel qui avait une question. Oui, salut. Vous m'entendez? Oui, Ouais. très bien. Super. Alors, j'avais une petite question qui était assez simple. Moi, c'était de savoir un peu comment vendre ça à la direction, en fait, parce que le no estimate, je trouve ça intéressant. Alors, j'ai pas suivi tout le début, mais j'avais déjà regardé, je crois, une ou deux conférences en ligne, donc j'avais regardé un peu le sujet. Nous, on est une entreprise à taille moyenne. On est à peu près une dizaine à l'IT. On suit pas mal de bonnes pratiques, soit TDD, Clean Archive, des choses comme ça. On est aussi on essaie d'être dans l'agilité. On a des sprints d'une semaine. On a un peu tous les outils pour bien travailler, on va dire, que ce soit pour la CI et tout le reste. Mais au niveau macro, j'ai l'impression qu'on répète les échecs à chaque fois. On fait la direction plutôt nous demande des plannings à plusieurs mois à l'avance, avec des specs qui sont flottantes, voire des fois inexistantes. Et à chaque fois, on se rétame avec des délais, des deadlines pas respectés, des budgets qui augmentent, qui sont beaucoup plus que prévu. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à tirer les leçons de ça. Donc, moi, la partie no estimate m'intéresse, mais je me pose la question de comment on arrive à vendre ça à la direction, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils ont un réflexe
crispatoire, mais parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose que ça, c'est systématiquement vision long terme, PowerPoint, KPI, un planning coloré avec des choses pour se faire plaisir. Et voilà, et dans certains cas, on sait d'avance, on va dire côté dev, on sait pertinemment que ce truc-là, ça marchera jamais dans les délais annoncés, qu'on doit revoir la coquille 2-3 fois avant de voir le bout. Donc, je me pose la question de comment on peut amener ce sujet, surtout quand on arrive à le vendre à la direction en leur disant, bon, bah, lâchez les KPI, lâchez tout, on vous donne autre chose à la place et ça marchera sûrement mieux. Mais j'ai l'impression qu'en leur enlevant un peu les outils qu'ils ont habituellement, bah, ils sont plus paumés. Ouais. En fait, je pense qu'on ne peut pas le vendre. Et je vais revenir un peu sur le sujet. Et comment est-ce qu'on peut amener le changement, en tout cas. En tout cas, merci pour le témoignage, parce qu'effectivement, les estimations, c'est un boomerang. On fait ça pour avoir de la confiance, et puis dès que le délai n'est pas respecté, on a de la défiance. Et j'aime bien l'expression, oui, ça va d'échec en échec, hein. Le Scrum mal appliqué, je fais attention à comment je parle, parce qu'Alex est là, donc je sais. Le Scrum mal Il y en a d'autres. C'est ça. Le Scrum mal appliqué, c'est-à-dire le Scrum qui vous dit dans 15 jours, j'aurai livré telle et telle fonctionnalité, c'est source de motivation, de focalisation. Oui, pas du tout. Je veux dire, le premier sprint avec des juniors, ça marche. Quand ça fait 50 sprints, sprint après sprint, le truc est foireux, ça décourage tout le monde. Donc, ça n'était qu'une source de démotivation et jamais de motivation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vendre une direction? Alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas y aller par le logos, par le verbe et par la démonstration verbale. Pourquoi? Parce que, en fait, tous nos process sont basés sur des estimations. Tout, la vente, la contractualisation, la priorisation. J'ai vu la question dans le fil et je vais y répondre. Tout est basé sur les estimations. Donc, en fait, si on arrive et qu'on dit à la direction, bah, je te retire les estimations, je disais tout à l'heure, c'est la pierre angulaire. Donc, on va retirer ça et tout va s'effondrer. Voilà. Et donc, vous êtes en train de dire, je vais faire effondrer ton organisation et tu vas voir, ça va être super cool, crois-moi. Personnellement, je n'ai jamais réussi à faire ça et je ne suis pas certain que ça soit possible. Alors, j'ai essayé quand j'étais jeune, je me suis pris beaucoup de portes. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire différemment. L'idée, c'est plutôt que d'aller dire, on va retirer les estimations et je vais t'expliquer pourquoi ça va marcher. On va commencer à mettre des piliers dans notre architecture et on va remplacer ce qu'on faisait avec des estimations, et on va voir pour la priorisation, et on va remplacer par quelque chose sans estimation. Et ça, c'est à nous de faire ce job-là. Donc, il va falloir commencer déjà à mettre en place des choses sans estimation pour que la direction conscientise que oui, c'est possible sans estimation. Et donc, une fois qu'on aura construit tout le reste, prioriser sans estimation, faire de la conception technique sans estimation, faire tout le reste, communiquer sans estimation, générer de la confiance sans estimation. Une fois qu'on aura fait tout le reste, alors on aura moins de demandes d'estimation. Donc, à mon sens, c'est plutôt comme ça qu'il faut le générer, qu'il faut le gérer. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai un peu évoqué. La première chose qu'on peut faire pour générer de la confiance, à mon sens, c'est le découpage. C'est le découpage et c'est de montrer souvent des choses qui fonctionnent. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. J'insiste sur le fait que c'est bien d'avoir quelques unités de mesure. Parce que les gens confondent souvent leur charge de travail avec ce qui est fonctionnel et démontrable. Donc, moi, j'accompagne des équipes et ils me disent, mais on a beaucoup travaillé. Ouais, enfin, on a une démonstration en juillet, on en a une autre en décembre. Je peux raisonnablement comprendre que la direction se pose des questions. Et forcément, dans ce cas-là, on aura des estimations, des demandes d'estimation. Si vous démontrez quelque chose toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça va commencer à générer de la confiance. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est à mon sens le premier sujet. En fait, sur cet aspect, je ne dis pas qu'on peut toujours gagner avec toutes les directions. Soyons clairs, hein, parfois, ça peut ne pas marcher. Mais le truc à tenter, c'est de générer de la confiance en livrant. À mon sens, l'itération la plus forte, c'est de livrer une fonctionnalité. Et quand vous n'en avez pas les moyens, vous faites une démonstration. La démonstration, c'est la livraison du pauvre. Vous n'en avez pas les moyens parce que vous ne pouvez pas aller en production tout de suite, ou voilà, et donc on fait une démonstration. Et tout ça, ça va générer de la confiance. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Après, je
je pense quand même que les gens qui font dans ce genre de démarche, c'est parce qu'ils voient aucune autre option. Et n'oubliez pas que l'arrêt des estimations, c'est de la nitroglycérine d'un point de vue culturel. C'est de la nitroglycérine pour 2 raisons. Premièrement, parce que ça suppose la vraie confiance, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et secondement, ça suppose une certaine forme d'humilité où on accepte l'idée qu'on n'est pas capable de prédire le futur. Et donc là, vous retirez 2 choses auxquelles les directions sont très attachées. Elles adorent penser que c'est elles qui vont prédire et modeler le futur, et elles ont toujours un peu de défiance vis-à-vis des personnes. Parfois, à juste titre, reconnaissons-le. Et donc, il faut générer de la confiance. Et donc, pour générer de la confiance, découper, montrer. Parmi les autres axes aussi, quand on est des profils techos, on adore parler technique. Mais je rappelle quand même qu'on devrait parler exclusivement en termes fonctionnels avec des fonctionnels. Ça fait partie des choses aussi, et communiquer uniquement en termes de fonctionnels. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de notre travail qu'on ne peut pas partager avec le fonctionnel. On a des collègues, on a des communautés pour partager sur la technique. Et donc, probablement, découper plus finement, découper exclusivement en termes fonctionnels, démontrer au plus tôt et livrer au plus tôt. C'est probablement ce qui peut générer de la confiance auprès d'une direction. Je précise juste sur le découper au plus fin, parce que parfois il y a des découpages au plus fin, où on arrive à des découpages et que ça dure 6 mois le dev. On se dit qu'on a peut-être raté quelque chose sur le découpage au plus fin. Le découpage au plus fin, c'est le plus fin qui puisse être utilisé par un utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un formulaire avec des champs obligatoires et des champs facultatifs, ma première implémentation, mon premier découpage, c'est les champs obligatoires avec le bouton de validation. Dans le bouton de validation, ce n'est pas utilisable par l'utilisateur. Mais mes champs facultatifs, je pourrais probablement les ajouter dans une prochaine itération. Je donne toujours cet exemple, c'est un ordre d'idée de découpage. Les MVP sur 3 ans, ce n'est pas des MVP. Et donc, ce découpage extrêmement fin, c'est à nous de le faire. Et voilà. Donc, ça, c'est quelques axes. Pour convaincre, il faut beaucoup plus convaincre par l'exemplarité et notre capacité à découper finement et livrer souvent. Donc, grosso modo, si vous avez un planning aujourd'hui, ce n'est pas la peine de le combattre. Il y aura un retard, un de plus. De toute façon, les organisations sont habituées. Il faut plutôt commencer à se dire comment je peux générer suffisamment de confiance pour qu'à l'avenir, on m'en demande moins. C'est comme ça que je le perçois. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Autre question, la priorisation, il est souvent demandé une estimation du temps de dev afin de les confronter à la valeur ajoutée de la feature. Rapport temps-gain. Ah, j'adore cette question. Comment est-ce qu'on répond à cette question en non-estimate? Alors moi, du coup, je me pose la question, comment est-ce qu'on répond à cette question avec les estimations? Je m'explique. Les estimations de temps de dev sont toutes fausses. Je persiste et signe. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, vous prenez un tableur, vous marquez toutes vos estimations de temps de dev et vous mettez en face le temps de dev réellement passé. Et vous faites vos stats et vous verrez a posteriori qu'elles sont toutes fausses. Les estimations de gains des features sont toutes fausses aussi. Alors, vous en avez une démonstration très simple. Si vous êtes capable d'estimer le temps que vont vraiment gagner les utilisateurs sur le sujet, c'est-à-dire que vous êtes capable de prévoir comment les utilisateurs vont réceptionner la fonctionnalité que vous leur livrez. Bizarrement, quand on livre une fonctionnalité, pour moi, on a souvent beaucoup plus de surprises que de certitudes. Et parfois, on a plein d'effets de corrélaires, d'effets secondaires qui n'étaient pas anticipés, du style « Ah bah du coup, ça change telle organisation, de boucles de rétroaction, etc. » Donc, les estimations de temps de dev sont fausses, les estimations de gains sont fausses, et du coup, le rapport entre les deux est faux. Et il se trouve que tout ça, ça prend du temps. Ces estimations prennent du temps. Donc, non seulement les 2 estimations sont fausses, le ratio entre les 2 est fausse, et en plus, tout le temps qu'on fait à faire ça, on ne crée pas de valeur pour nos utilisateurs. Comment est-ce qu'on priorise? Alors, j'ai une manière très simple de prioriser, ça s'appelle la priorisation par priorité. Oh, c'est un grand concept. Si vous avez 100 fonctionnalités, vous allez voir vos utilisateurs ou votre product owner, s'il est vraiment représentant de vos utilisateurs, et vous lui dites sur les 100 qui sont là,
quelles sont les premières que tu veux aller voir en production? Eh bien, vous avez les 5 que vous devez sortir en premier. Voilà, priorisation relative. Donc voilà, priorisation relative entre les fonctionnalités, associée à un découpage très, très fin, j'évoquais tout à l'heure. Et donc du coup, si on découpe très finement et qu'on priorise, de manière relative les unes par rapport aux autres, on va avoir quelque chose qui est très simple à faire parce que découpé très finement et qui est vraiment prioritaire parce que c'est ce que les utilisateurs veulent voir arriver en production en premier. Du coup, avec ça, on a 0 estimation, mais on a fait le job de priorisation. Donc, comment est-ce qu'on priorise? On priorise de manière relative, c'est-à-dire que vous prenez toutes vos fonctionnalités, vous les regardez 2 à 2 et vous dites entre celle-là et celle-là, laquelle je veux voir apparaître en premier. Voilà, c'est aussi basique que ça. Et ça, souvent, les clients le savent, hein. Vos clients, vos utilisateurs, c'est une évidence, hein. Alors, s'il y en a 100, ils ne vont peut-être pas vous dire la plus importante. Souvent, ils vont avoir des hésitations entre 3, 4, 5 fonctionnalités. Mais ils savent très bien que celle-là, elle peut attendre, c'est pas urgent, et que celle-là, ils veulent l'avoir très rapidement. Donc, la question de priorisation, c'est par ordre qu'ils veulent voir arriver en production. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Amaury? C'était Amaury. Ouais, Amaury, c'était très clair. Ok, merci. Est-ce Et qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui a une question? Autrement, je vais poser la suivante. La suivante, parce que c'est une question, c'était no estimate, c'était pourquoi est-ce qu'on arrêterait de faire des estimations? Et ça, je la trouve intéressante comme question. En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on arrête de faire des estimations. Je l'ai un peu évoqué, je ne vais pas creuser sur le sujet, mais les estimations, c'est un processus irrationnel de prédiction du futur. Il n'y a aucune étude, aucune, à travers le monde, qui nous montre qu'on est capable d'estimer du développement logiciel. Il n'y a aucune étude à travers le monde qui a montré que plus une équipe estimait, plus elle était capable de faire des estimations. C'est de la légende de réseau social. Vous verrez, votre équipe, quand elle va avoir beaucoup estimé, fera des estimations fiables. Faux. Je veux dire, vous accompagnez n'importe quelle équipe, vous prenez votre petit tableur, sprint après sprint, vous mettez à quel point leurs estimations sont vraies. Vous apercevrez d'une chose, c'est que c'est complètement aléatoire. Le premier sprint peut être complètement foireux, le deuxième moins foireux, et au bout de 3 ans, ça sera toujours aussi foireux. Donc, en fait, l'apprentissage de la prédiction du futur, c'est de la légende urbaine, et donc tous les processus sont irrationnels. C'est gênant dans une activité de se baser sur des processus irrationnels de prédiction du futur pour savoir si c'est un succès ou un échec. Bon, ça, c'est la première raison, à mon avis, pour laquelle il faut faire. La deuxième raison pour laquelle il faut arrêter de faire des estimations, c'est que les estimations n'apportent aucune valeur ajoutée à vos utilisateurs. Alors là, petite démonstration, on va faire une expérience de pensée tous ensemble. Je vais essayer d'être médium. Je vais vous demander de réfléchir à l'application ou au logiciel que vous appréciez le plus utiliser au quotidien. Celui qui vous rend vraiment service. Vous avez quelques secondes, prenez votre temps. Celui où vous dites, ouais, c'est trop cool, je l'utilise, il me rend service, il est bien, etc. Je vous laisse un peu de temps, vous l'avez, c'est bon? Vous avez bien visualisé ce logiciel qui vous rend service? OK. Maintenant, on va penser au deuxième logiciel, le pire que vous utilisez au quotidien. Celui dont vous avez une horreur, qui vous fait perdre du temps, que vraiment, c'est infernal. Tout le monde l'a bien, ce logiciel? Donc, vous avez bien le logiciel que vous adorez utiliser et celui que vous détestez utiliser. Et comme je suis un grand médium, je suis capable de vous dire que celui que vous détestez utiliser, vous l'utilisez dans un cadre professionnel. Oui, donc forcément. Parce qu'à titre personnel, quand vous n'aimez pas utiliser un logiciel, vous le virez. Et à titre professionnel, nos organisations adorent l'uniformisation. Voilà, hein, parce qu'on va gagner, comme tout le monde utilise la même chose. Hein. Oui, je rappelle, le truc est pourri, mais tout le monde l'utilise. On avait eu peur qu'il y ait une initiative. Bon, passons. Et donc, ma question, une fois que vous avez votre logiciel que vous adorez et le logiciel que vous détestez, ma question est la suivante. Combien de fois dans votre vie vous êtes allé voir les roadmaps de ces logiciels? Si la réponse est 0, c'est normal. OK.
Donc, on ne va jamais voir les roadmaps des logiciels. D'accord? Alors maintenant, on va pousser l'aberration plus loin. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un logiciel que vous adorez utiliser et sur lequel vous allez voir la roadmap et que la fonctionnalité n'a pas été sortie à la date sur laquelle la roadmap, vous dites « Ah, ce logiciel que j'adorais utiliser, la fonctionnalité n'est pas sortie à la roadmap, je n'aime plus l'utiliser. » C'est une aberration complète. Un logiciel qui vous insupporte, vous seriez allé voir la roadmap, vous allez dire « Oh, la fonctionnalité que j'aime pas été utilisée a été livrée en temps et en heure, qu'est-ce que je suis content d'utiliser la fonctionnalité ?» C'est une aberration complète. Donc, en fait, les utilisateurs ne regardent jamais les roadmaps. Les utilisateurs regardent uniquement le logiciel, comment il fonctionne. Donc, tout le temps qu'on met à faire des roadmaps, c'est de la trahison vis-à-vis des utilisateurs. Chaque seconde passée, c'est autant de temps qu'on consacre en moins aux utilisateurs. Donc, deuxième raison pour laquelle il faut arrêter de faire des estimations, c'est une trahison vis-à-vis de nos utilisateurs. La troisième raison pour laquelle il faut arrêter de faire des estimations, c'est que la deadline est la plus grosse génératrice de bugs. Plus on aura de deadlines, plus les deadlines sont fortes, plus il y aura du mensonge, plus il y aura de la dissimulation des problèmes. Si les gens risquent de se faire virer parce que la deadline n'est pas respectée, vous inquiétez pas. Ça va exploser le jour de la mise en production. Et tout le monde partira comme un vol des tourneaux. Si les gens ont déjà connu ce genre de situation, ils verront à quoi je fais référence. Donc, c'est la plus forte génératrice de bugs, ça reste la deadline. La quatrième raison pour laquelle il faut arrêter de faire des estimations, c'est que c'est le plus gros vecteur de burn-out dans nos organisations. Ça amène de la souffrance. La cinquième raison pour laquelle il faut arrêter de faire des estimations, alors ça rejoint un peu sur la trahison sur l'utilisateur, c'est que ça, comme pour paraphraser notre président français, il a dit quoi? Ça coûte un pognon de dingue. J'aime bien cette expression, ça coûte un pognon de dingue. Alors, le temps passé à prédire le futur et le temps passé à constater qu'on n'a pas prédit le futur et à reprédire de nouveau le futur, à se poser la question comment est-ce qu'on pourrait mieux prédire le futur, etc. Tout ça, c'est un pognon de dingue et donc c'est un pur gaspillage. Et puis, je ne sais plus à quelle raison j'en suis, 6e, 7e, je crois que je suis assez intéressable sur le sujet. Il y en a une en tout cas que je trouve extrêmement intéressante, qui est probablement la plus subtile à comprendre, la plus technique, mais qui me semble une des plus importantes, c'est que plus on fait de planning, plus on est lent. Donc, il faudrait que je l'explique, c'est là, plus on fait de planning, plus on est lent. Pourquoi? Parce que chaque planning que l'on fait aujourd'hui, c'est un boulet qu'on va traîner dans le futur. Un planning, c'est une rigidité de notre futur. On est en train de rigidifier notre futur. Donc, je vais faire ça. Donc, en fait, si vous avez un planning sur 6 mois, très bien, votre premier espace de liberté, vous l'aurez dans 6 mois. Et si vous faites des sprints au sens où je me focalise sur un seul sujet, eh ben, pendant 15 jours, vous ne pouvez pas prendre de nouveaux sujets. Et donc, votre client va arriver en disant « Ah, j'ai changé d'avis depuis il y a 3 jours. » Il dit « Non, tu n'as pas le droit de changer d'avis. » Et pourquoi je n'ai pas le droit de changer d'avis? Parce qu'on fait de l'agilité. Ça me sagline toujours un peu. Et donc, en fait, si vous faites aucune estimation, tous les jours, quand vous arrivez, vous n'êtes lié par aucun engagement. Ça veut dire que, quoi qu'il tombe, si c'est prioritaire, on peut être sur le sujet. Donc, quand on arrête de faire des estimations, on a une réactivité de malade. Et comme je vous l'ai dit, la deadline, c'est la plus grosse génératrice de bugs. Et quand on arrête des estimations, on peut faire un truc incroyable, c'est tester nos fonctionnalités. Vous le dites à personne, hein. Mais les tester et les faire évoluer autant que nécessaire. C'est-à-dire qu'on livre des fonctionnalités qui fonctionnent. Un concept disruptif dans nos métiers. Et donc, en fait, quand on arrête de faire des estimations, on a d'une part une très grande réactivité et d'autre part une très grande qualité. Ça tombe bien, c'est ce que veulent toutes nos directions et tous nos clients. Simplement, ils ne sont pas prêts à entendre que pour ça, il faut arrêter de planifier le futur. Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est le petit plaidoyer pour lequel, à mon sens, il faut arrêter de faire des estimations. Ce n'est pas du tout neutre, en fait, d'un point de vue culturel. Alors après, vous avez toujours les organisations dites bienveillantes, où on fait un planning, tout le monde sait que c'est faux, et puis arrivé à la fin du planning, on dit bon ouais, bon bah on reporte. Vous savez, c'est les reports de sprint éternels. On fait un sprint sur 15 jours, c'est pas prêt.
Bon, on reporte sur le sprint d'après. Et puis après, c'est pas bon, on le reporte sur le sprint d'après. Alors, c'est très bienveillant, hein, mais on se pose la question, du coup, ça sert à quoi? Autant arrêter d'en faire. Euh, Ah, je vois qu'il y en a qui ont été taquins dans les, dans les commentaires. Jira peut être un bon outil s'il est simplifié à l'extrême. Il y a peut-être mieux, effectivement. Je ne sais pas, Christophe, sur le waouh, la citation, c'était quelle citation? Faire réagir un peu les personnes. Celle que j'aime beaucoup, que je répète de temps en temps, c'est celle qui est le retard, c'est la différence entre la réalité et le rêve. Ouais. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et Christophe, tu en avais une autre, la citation? Tu as ouvert ton micro, tu as fermé ton micro. Ah, la citation de Macron, le pognon de dingue. Ah, c'est pas la meilleure citation. Allez-y, hein, les micros sont ouverts, hein, messieurs, dames, si vous voulez encore poser des questions. Moi, j'ai une question, Oui. parce qu'en fait, je travaille pour un client et en fait, il nous a imposé une deadline pour juin Ouais. avec tout ce qui se passe avec, quoi. Estimation, même si elles sont fausses, hein. Je leur ai dit plusieurs fois, mais apparemment, il leur faut un planning pour justement pour passer au N+2, au N+, ce que vous voulez, tout en haut. Et en fait, j'essaye d'introduire ça dans mon équipe, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont très réactifs et qui plutôt, voilà, ils sont plutôt on va dire dans le old school. Donc, j'avais une question, c'est comment essayer de les faire passer gentiment, sans, parce que franchement, j'avais envoyé un article sur le fait d'éviter des estimations et il y avait aussi une étude sur je sais plus combien de compagnies. Et donc, la question qui était posée, c'était combien de projets avez-vous réussi? Et je crois que c'était un truc en 2015. Et en fait, c'était presque les trois quarts, ou même ouais, plus de 3 quarts ou 90%, ils disaient que leur projet échouait avec les Oui, oui. estimations. Oui, alors je pense que c'est le Chaos Report. Le Chaos C'est ça, Report, c'est voilà, ça. le Chaos Report, c'est la seule étude qui existe, à mon sens. Je dis qu'il n'y en avait pas, et elle souffre d'un gros biais, c'est que c'est du déclaratif, quoi. Donc, est-ce que votre projet a réussi ou échoué? Ce qu'il faudrait, si on voulait faire des estimations, il faudrait un huissier de justice, quoi. Au moins faire une étude un peu scientifique, quelqu'un de neutre qui arrive, qui prenne les estimations des personnes, il les note, et puis il revient 6 mois après et regarde le pourcentage qui est vrai ou qui est faux. Moi, je m'amuse parfois à faire cet exercice-là. Bon, je ne vous ferai pas mystère, hein, c'est environ 100% des estimations qui sont fausses. Justement, le manager, il était dans ce sens-là parce que lui aussi, il disait que tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent, ça ne marchait pas. Mais Oui, j'ai pas l'impression en fait que ça change dans leur tête, en fait. non, 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 mais c'est courant, hein. C'est courant, des gens qui disent l'estimation, c'est toujours faux, mais on n'a pas le choix. Bon, bah, continuons avec un truc qui est toujours faux. Alors, plusieurs réponses à la question. La réponse un peu provocante, c'est que si vous avez un cycle long, un cycle très long, là j'entends plusieurs mois, parfois plusieurs années, j'aime bien cette blagounette, donc on est assez proche du cycle en V. Le gros avantage quand vous avez une grosse livraison à la fin, c'est que vous n'aurez aucun problème avant. On n'a jamais vu un bug en faisant des specs. Je veux dire, vous n'aurez jamais aucun problème tant qu'il n'y aura aucune fonctionnalité. Donc, en fait, vous pouvez utiliser tout ce temps pour mettre à jour votre CV et le jour où ça ira en prod, partir. Ça a quand même été une stratégie de beaucoup, beaucoup de personnes au siècle passé. Si les organisations sont Faudra très bien old noter. school, ça marche comme ça aussi. Et il y a un certain nombre de prestataires, qui le font. Et quelques ESN français qui savaient très bien que tant qu'il n'y avait rien en production, il n'y aurait pas de vrai problème, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la manière un peu radicale de fuite en avant. Je suis sur un cycle en V, ça va planter, mais de toute façon, la date de mise en production et la date où on va vraiment voir les problèmes étant tellement loin que voilà. Il y a une autre manière, c'est de se dire, et c'est pour ça que je dis, c'est ce que je dis un peu depuis le début, mais on ne peut pas convaincre avec les mots, ça serait de prouver avec les actes. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on va essayer d'introduire
par exemple, des démonstrations hebdomadaires en disant déjà, on va vous montrer ce qu'on a fait, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, d'essayer de proposer une alternative. Alors, ça dépend un peu de la position qu'on a dans l'organisation, à quel point on nous a mandaté pour faire ça, si on a confiance en nous, si on est écouté et si on a la main sur le sujet. Mais du coup, si on veut construire quelque chose, et c'est un peu l'avantage des cycles en V, c'est que vous avez du temps, peut-être qu'il y a du temps pour essayer de mettre en place. Mais probablement pas par le verbe, plutôt par l'action, plutôt par « OK, voici le gros besoin qu'on m'a demandé, on va commencer à développer un truc, on va se le montrer entre nous, on va inviter le plus de personnes qu'on peut, on va mettre un point régulier toutes les semaines, on va partager sur notre vraie avancée. 2 avantages, 3 avantages. Le premier, vous aurez probablement du feedback sur les fonctionnalités que vous développez. Et le second, c'est que la catastrophe va apparaître plus vite. Sauf que forcément, quand on montre ce qui est prêt, par contraste, on montre ce qui n'est pas prêt. Et du coup, cette transparence-là va peut-être amener des prises de conscience. Maintenant, je ne garantis pas que ça puisse marcher dans tous les contextes. Et d'ailleurs, quand on me fait cette réflexion, dire « oui, mais le non-estimate, ça ne marche pas partout », oui, il y a des contextes qui sont complètement hostiles, mais il y a aussi beaucoup de boîtes, et ça a été cité précédemment, où, grosso modo, il y a 3/4 des projets de développement logiciel qui échouent. Et ça, je pense que c'est un chiffre qu'on devrait garder en tête en étant très, très humble. C'est-à-dire que par défaut, un projet de développement logiciel, ça ne va pas marcher. Partons de ce postulat-là, ça ne va pas marcher. Et donc, si j'arrive déjà à livrer et démontrer ne serait-ce qu'un petit truc qui marche, c'est déjà bien. Ensuite, je pourrais en montrer un deuxième, et ensuite, je pourrais en montrer un troisième. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, mais après, le souci, c'est que j'avais essayé de rentrer dans un peu plus en détail, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des gros tickets et de faire des estimations, justement de les découper on va dire, en petites unités d'une journée ou deux, essayer. Mais même ça, j'ai été retoqué. Ils m'ont dit non. Donc, pour vous dire, alors si j'essaie de leur dire, parce que le problème, c'est que c'est pas, on va dire, que c'est pas un effort collectif. Il est là le problème. Si par exemple, il y en a un dans la team de, je sais pas moi, de 9 ou 10 qui est pour et les autres contre, la majorité l'emporte, quoi. C'est un peu le cas, quoi. Mais après, pour le CV, je l'aurais dit, de toute façon, hein. Je sais que c'est une tête qui va sauter. Virez-moi maintenant, ça va plus vite, hein. Mais non, il ne faut pas le voir comme ça. Ça donne du temps pour préparer son futur. Non, mais à un moment, je pense qu'à un moment, on se retrouve dans des environnements où on peut être plus ou moins bien accueilli. Mais c'est probablement un effort qu'on a à faire, nous. Pour être accueilli, on est bien accueilli, mais après, le souci, c'est qu'ils répètent les mêmes erreurs. Il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont été virées, haut placées par rapport à ce projet-là. Et j'ai l'impression que non, il faut faire comme ça et il faut que ça marche. Oui, mais une fois de plus, c'est souvent un manque d'alternatives intellectuelles. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut proposer ces alternatives-là, mais pas par le discours et la parole. Je le fais devant vous parce que je pense qu'on a affaire qu'à des personnes très intéressées, mais plutôt par l'action. Vraiment plutôt par l'action. Par exemple, moi, j'ai une deadline jusqu'en juin. Je veux leur dire quoi? Parce que quand je leur dis: «Mais il faut voir d'abord, des petits pas», ça veut dire qu'il faut enchaîner avec des petits pas. Là, le problème, c'est que déjà, on est en train de coder, ce qu'on a décidé il y a quelques semaines et on est déjà en train de construire, de faire des tickets pour le futur. Donc, le souci, c'est qu'eux, ils veulent avoir un plan, un planning bien détaillé, même si c'est faux, je leur ai déjà dit plusieurs fois, hein. Mais, c'est vrai qu'ils n'arrivent pas, en fait, à voir eux, ils veulent voir macro, alors qu'il faudrait voir micro, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait voir ce qu'on peut livrer maintenant, en quelques jours, voir un feedback, voir après, enchaîner, feedback, au C'est ça, développement. si vous développez des fonctionnalités aujourd'hui, et vous semblez en développer, l'approche, on peut peut-être se tutoyer d'ailleurs, l'approche qu'on peut avoir, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai pas un moyen de démontrer ce que je suis en train de délivrer?» Donc plutôt que de s'opposer au planning futur, c'est déjà là ce que je suis en train de développer, est-ce que je peux pas, le démontrer, dans des cercles de plus en plus élargis? Non, peut-être que le deuxième collègue, il est prêt à assister à la démonstration et puis après on arrive à amener tout le monde. Donc du coup, on n'est plus sur les arrêts d'estimation qui sont un peu
peut-être un peu complexe à entendre selon les contextes. Je ne dis pas que ça va marcher, hein, mais peut-être de se dire, OK, on va commencer à démontrer. Et puis, on invite de plus en plus de personnes aux démonstrations. Voilà. Après, une fois de plus, ce n'est pas garanti. Je suis bien placé pour savoir que dans certains contextes, c'est impossible. Mais je rappelle aussi que dans certains contextes, l'échec du développement logiciel est une obligation. Il y a certains contextes où on ne peut rien faire, hein. Donc, il faut quand même le préciser, hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres cas pratiques, des personnes qui sont confrontées à ce type de problématique? Ouais, Oui, moi, c'est j'ai peut-être un truc là, qui me vient. Ouais, moi, j'aime bien parce que tu relèves souvent derrière, en fait, c'est la confiance, quoi. Mmh. C'est plein de manœuvres pour regagner la confiance, finalement. Mmh. Et moi, là, je suis dans un contexte où finalement, j'ai mis quand même pas mal de trucs pour éviter qu'on me demande tout le temps cette fameuse question du quand est-ce que ça, pour quand, est-ce que tu as une idée, voilà. Dans les templates, Confluence notamment, il y a toujours la petite case où il faut mettre une date là. Mmh. Voilà. Et, euh, et en fait, ça dépend, je pense, un petit peu de ce du besoin concrètement et de comment on peut découper finement. Parce que si on a quelque chose, finalement, une fonctionnalité, le Happy Pass, voilà, le vrai MVP, qui prend finalement un peu de temps, Mmh. comment on peut faire en fait, pour finalement gagner la confiance si on n'a rien à montrer, sachant que moi je bosse sur un truc où c'est de l'automatisation, donc finalement l'objectif c'est qu'il ne voit rien. Mmh. Donc la démonstration elle est complexe. Et en plus de ça, ouais, c'est de l'interconnexion entre plein de choses. Voilà, c'est compliqué. Ouais, j'ai pensé à la communication, mais la communication, c'est compliqué. En fait, j'ai du mal à voir comment je peux supprimer du coup cette petite case dans les templates Confluence en leur donnant confiance, sachant que je peux pas trop leur montrer quelque chose et que le MVP, il est long. OK. Alors, j'ai trois axes de réflexion. J'ai la manière honnête et la manière malhonnête, mais rigolote. Ok. La manière honnête sur de l'automatisation, je ne connais pas le contexte exact, mais parfois sur l'automatisation, ce qu'on peut faire, c'est de dérouler le process manuel auparavant et d'introduire de la mesure. Mesure du nombre d'étapes et durée passée. Voilà, ça prenait tant de temps, ça nécessitait tant de personnes, etc. Si vous êtes un peu taquin et que le process ne prend pas 6 mois, vous pouvez même le filmer avec des gens qui ont l'habitude de le dérouler. Voilà. Donc ça, c'était le process avant. Et alors une fois de plus, je ne connais pas le contexte, donc peut-être que je dis une grosse boulette, hein, C'est plus court que ça, ouais. voilà. C'est plus court que ça, mais ouais, je vois l'idée, ouais. C'est-à-dire avoir des mesures factuelles de l'automatisation. Effectivement, vous êtes en Ouais. train de faire disparaître quelque chose. Donc montrer ce qu'on est en train de faire disparaître, hein, il faut le faire par contraste. Donc ça serait mesurer le temps que ça prenait et mesurer les étapes. Et puis après, l'automatisation, peut être la plus progressive qui soit. C'est-à-dire que actuellement, il y avait tant d'étapes manuelles, actuellement, il n'y en a plus que tant. Donc voilà, c'est une manière d'avancer. Donc ça, ce serait sur la possibilité de faire les démonstrations. Si on vous demande dans une case systématiquement la date de livraison, alors la manière un peu taquine, mais je l'ai pratiquée par le passé, elle est assez drôle. Vous annoncez les dates après que ça soit fait. Vous faites vos C'est ce que je devs. fais, ouais. Voilà, voilà. Vous faites vos devs et une fois que le dev est fait, vous mettez la date. Ouais. Voilà, tout le monde est content. Bon, c'est pas la transparence qu'on espère, mais ma foi, on est en non-estimate. Voilà, donc les gens sont toujours rassurés dans leur mode de fonctionnement et puis vous avez du temps pour faire du boulot de qualité, pour satisfaire vos utilisateurs. Donc c'est pas le truc, que je préconise en première intention. Je préférais plutôt qu'on fasse des démonstrations, qu'on génère de la confiance, et cetera. Maintenant, en environnement hostile, c'est peut-être la solution sur laquelle on se rabat. Voilà. Yes.
Ouais, comme ça, ils peuvent faire leur rétro-planning au cas où. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est assez logique, hein, on ne m'a pas posé la question là, mais souvent on me pose la question: «Comment je fais pour lancer la communication sur mes fonctionnalités ou la formation de mes utilisateurs? Comment je fais pour planifier ça?» Action de formation et de communication qui doit être planifiée. Ben, il y a qu'un seul moment où on peut le faire, c'est qu'après que la fonctionnalité soit développée et c'est ce que vous avez au cinéma. Au cinéma, vous avez, dans vos salles, le 5 mars ou alors prochainement dans vos salles. Dans vos salles, le 5 mars, vous êtes en estimate, avec des estimations. Prochainement dans vos salles, vous êtes en non-estimate. Voilà et donc en fait, quand on doit communiquer et former des utilisateurs et faire des plannings, on ne peut pas le faire alors qu'on est encore en R&D. Il faut que la fonctionnalité soit développée. Donc en fait, si on veut vraiment une date complètement fiable de fin, on ne peut l'annoncer qu'après. Je veux dire, voilà, tous les grands, les géants du web, et cetera, je n'ai de cesse de le dire, mais quand Apple ou Samsung vous annoncent leur nouveau téléphone, ils sont pas en phase de R&D, hein. Et les trucs, ils sont produits, ils sont dans les boutiques, ils sont déjà sous blister, et cetera. Ça fait longtemps que les phases de R&D sont passées. Et donc, en fait, les gens vous l'annoncent une fois que c'est prêt. Donc, c'est le moment où on peut communiquer. On attend un petit bruit de Jeanne, je ne sais pas si, ou Yann, je ne sais pas si c'est pour une question ou si c'est une erreur de micro. Si c'est une question, on est preneur. Yann? Ah non, ça doit être un micro ouvert. Et je ne sais pas si tu répondu à la question, Cédric, sur ça. Et il y a Fabien. Yes. Il y a une Fabien qui pose une question. Je n'ai pas posé de question, mais ouais, je vais essayer. Non, tout à l'heure tu parlais, donc bon, moi je suis pas dans un contexte trop d'estimation vu que je suis plutôt en mode Kanban, mais tu parlais de roadmap et tout ça, et donc je me demandais s'il y a des contextes où c'est utile de mettre une roadmap. Moi je pense que oui, pour définir un cap, mais c'est toujours pareil, je suis complètement en accord avec le fait qu'il faut toujours donner du travail à ce qui a le plus de valeur pour l'utilisateur final. Mais voilà, comment tu gères un peu une vision de projection avec livrer aujourd'hui ce qui est le plus courant, et donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu deux cerveaux différents, deux façons de voir. Il y en a un qui est macro et un autre qui va être très micro, quoi. Ouais, je constate juste que les roadmaps, les grands le font pas. Juste ça. J'avais fait la blague, hein, j'avais dit Apple ne fait jamais de roadmap. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a renvoyé un message et me dit Frédéric, c'est vrai qu'ils ont fait une roadmap, ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'ils avaient annoncé à l'avance, on vous sortira dans un an ce produit-là, et puis ils sont arrivés à la keynote d'après en disant pas prêt. Donc voilà. Donc on m'a fait remarquer. Donc en fait, les roadmaps, la roadmap, c'est de la planification. On peut dire ce qu'on veut, mais si on vous dit que vous allez livrer ça et ça et ça, c'est de la planification. Ou alors vous la faites sous la forme d'un backlog, c'est-à-dire à ce jour, voici les fonctionnalités qu'on nous a demandées, et voici dans quel ordre on compte les attaquer aujourd'hui. Ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez communiquer sur voici les différentes prochaines priorités sur lesquelles on va bosser. À partir du moment où vous ne mettez pas de date de livraison, vous êtes sans estimation. Mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que tout le monde s'en fout des roadmaps. Mais vraiment, personne ne va voir les roadmaps. Donc en fait, ce que regardent les gens, c'est les fonctionnalités qui fonctionnent. Et c'est assez incroyable à quel point les personnes vont vouloir communiquer sur le futur, alors que souvent, on s'aperçoit qu'elles ont à peine communiqué sur les fonctionnalités qu'elles ont sorties. C'est-à-dire que quand on considère que son travail, c'est de développer des nouvelles fonctionnalités, j'en ai fait une, donc je la balance et je ne la valorise pas. C'est dommage. Je veux dire, elle est prête, elle a été faite. Ça serait bien quand même de valoriser le travail qui est fait, de valoriser les fonctionnalités qui sont développées. On a des producteurs de vaccins, j'en reviens à eux, je peux vous dire, quand ils ont sorti un vaccin, tout le monde l'a su, hein. Ils ont communiqué sur le fait qu'ils avaient trouvé un vaccin. Donc, ils ont valorisé leur travail de R&D. Et nous, on se dit, bouf, ah ben, la fonctionnalité est terminée, hop, la suivante. C'est dommage. Donc, voilà. En fait, si on fonctionne en non-estimate, quand vous allez communiquer, vous allez passer grosso modo 99% de votre temps à communiquer sur le passé. Donc, le passé s'arrête à ce que vous avez fait aujourd'hui, hein, donc ça peut être le passé très récent. 1%, vous allez communiquer sur le présent, 99% sur le passé, 1% sur le présent, et le reste de votre surface, de votre espace de communication, vous le mettez sur le futur. Voilà. Donc, zéro roadmap.
à mon sens. Déjà, si vous êtes… Et regardez, hein, quand vous regardez n'importe quelle startup, n'importe quel service en ligne, n'importe quel éditeur qui fait vraiment bien son taf, il va commencer à mettre en avant les fonctionnalités qu'il a. Regardez Netflix. Netflix ne va pas vous vendre des fonctionnalités qu'il n'a pas. Il va vous mettre le truc qui fonctionne. Mais n'importe quel acteur comme ça qui cartonne vraiment, ils vont énormément valoriser ce qu'ils ont livré dernièrement. Nouvelle fonctionnalité, vous pouvez faire ça, ça vous donne telle possibilité, etc., etc. Pas les fonctionnalités du futur. Donc voilà, et plus on livre petit et plus on livre souvent, plus on peut communiquer. Si vous livrez toutes les semaines, et vous avez 25 occasions, toutes les semaines, vous avez 50 occasions dans l'année de communiquer. Vous n'avez plus besoin de communiquer sur une roadmap. Effectivement, si vous livrez une fois par an, vous avez intérêt à communiquer sur une roadmap pour générer suffisamment de confiance jusqu'à la prochaine livraison. Donc en fait, moins on livre souvent, plus on doit communiquer sur le futur. Plus on le découpe et qu'on livre souvent, plus on peut communiquer sur le passé. Donc voilà. Mais les roadmaps, c'est comme le reste, hein. Tableur, je marque la roadmap qu'on a mis un jour, et ensuite je la confronte à la réalité. Si la réalité n'est pas conforme à la roadmap, c'est que la roadmap était fausse. Et si elle est fausse semestre après semestre, année après année, décennie après décennie, on aura juste une preuve supplémentaire que le futur est imprédictible. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Fabien, est-ce qu'on a répondu à ta question déjà? Yes. Il y a d'autres questions? Là, c'est déjà 7h40, ça fait 1h40 qu'on cause. Moi, je voulais juste demander un peu brièvement par rapport aux boîtes à outils et type de ces équipes multifonctionnelles dont vous avez parlé. Oui. Concrètement, voilà, la taille, comment ça peut fonctionner et peut-être les projets qui ne sont pas adaptés. Ok. Taille d'une équipe et constitution d'une équipe pluridisciplinaire. C'est une super question. C'est une question intéressante parce que si on veut arrêter de faire des estimations, il faut livrer vite et la taille de l'équipe va être déterminante pour livrer vite. Alors, je vais donner quelques généralités assez connues dans le monde de l'agilité, mais on peut réexpliquer. Puis après, il faut le vérifier d'un point de vue empirique. La taille d'une équipe, à mon sens, c'est entre 3 et 7 personnes. Alors, c'est une première approximation, vous pouvez toujours avoir plus ou moins. Pourquoi 3 ? Parce qu'en deçà de 3, on va être confronté à 2 difficultés. La première, c'est celle du débit. Quand il y a peu de personnes, malgré tout, il y aura peu de débit. Donc, ça va être compliqué de prouver des choses régulièrement et de montrer des choses régulièrement. La deuxième problématique, en deçà de 3, c'est-à-dire 2, on va avoir des problématiques de suppléance et de pérennité de la connaissance. Parce que vous avez 2 personnes, vous en avez une qui part, donc vous avez un gros problème. Donc 3, voilà pourquoi pour moi c'est une sorte de minimum. 7, pourquoi 7 ? Parce qu'au-delà, on va avoir des problèmes de communication. C'est très connu, hein, mais quand vous ajoutez, vous trouverez des schémas sur Internet, quand vous ajoutez une personne dans un groupe, vous multipliez le nombre d'interactions. Donc en fait, quand on est à 7 personnes et qu'on en ajoute une, on n'ajoute pas un 8e de l'équipe, on ajoute 8 interactions dans l'équipe. Et donc, chaque personne supplémentaire va introduire différentes lourdeurs, on va dire. Premièrement, vous avez un risque non négligeable que le nouvel arrivant s'entende mal avec une personne déjà en place. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui se fightent dans un groupe de 30 personnes que dans un groupe de 4 personnes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que toutes les prises de décision vont être beaucoup plus compliquées. Le maintien des décisions dans le temps va être plus compliqué parce que les avis vont toujours diverger. Et donc, si vous avez une petite équipe, ça va être plus simple de créer un esprit collectif, des gens qui vont être soudés, qui vont s'entraider. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt entre 3 à 7 personnes. On recrute des êtres humains, je le précise, et on ne recrute pas des connaissances. Donc, en fait, la personnalité prime par rapport à un certain nombre de connaissances. C'est assez incroyable quand on voit des offres de poste, il faut maîtriser tel techno. Ouais, génial, mais si la personne ne le maîtrise pas complètement, mais que c'est une super personnalité et qu'il a envie d'apprendre, est-ce que ce n'est pas la bonne personne ? C'est aussi incroyable à quel point on est finalement assez peu confronté au quotidien à des problématiques de manque de connaissances. Ça arrive dans certains cas.
mais à quel point on est confronté au quotidien à des problématiques relationnelles entre les personnes. Les gros problèmes dans nos organisations, c'est souvent quand même des personnes qui ne peuvent pas se blairer, soyons clairs. Et donc, si on veut constituer une équipe, la première chose à regarder, c'est probablement la personnalité. Puis après, forcément, on va regarder du domaine des compétences, etc. Mais on recrute un être humain qui va intégrer un groupe d'êtres humains. Et c'est probablement la première chose à regarder. Et ensuite, comment est-ce qu'on constitue l'équipe et ce genre de choses? Ben, on va essayer d'aller le plus possible en amont et en aval. En amont, le plus possible, c'est d'aller le plus près possible des utilisateurs. Selon le contexte, c'est plus ou moins simple. Et d'aller le plus possible jusqu'à la mise en production des fonctionnalités. Et donc ça, parfois, ça prend des semaines, des mois pour accompagner les équipes, pour les former, pour automatiser des process de livraison, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais grosso modo, 3 à 7 personnes, des gens qui s'entendent très très bien avec des compétences complémentaires pour essayer de porter les choses de bout en bout. Donc, si je donne un exemple, quand je dis par exemple périmètre fonctionnel, vous avez un gros site marchand, d'accord? Plutôt que d'avoir des ingénieurs base de données, des développeurs back, des développeurs front, vous aurez une équipe par exemple pluridisciplinaire qui va travailler, moi je ne sais pas, sur le système de commande. Une équipe pluridisciplinaire qui va travailler sur le dernier cheminement de paiement, une équipe pluridisciplinaire qui va travailler sur le système de fidélité, etc. Donc, on a des équipes qui vont être capables de prendre une fonctionnalité et de la pousser de bout en bout, plutôt que d'avoir des gens qui sont regroupés par spécialité métier. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond, mais ça nécessite beaucoup plus de formation, non, pour la membre de Des formations, ça dépend un peu des l'équipe. profils qu'on a. Je crois qu'on a été un peu coupé. Des formations à quel niveau? Non, justement pour couvrir toute la fonctionnalité, toutes les technologies, compétences pour telle et telle branche comme système de fidélité. Ça nécessite des équipes qui soient effectivement pluridisciplinaires. Donc, vous pouvez avoir dans une équipe un UX, deux front, un back, un ops. Vous pouvez avoir des équipes qui ont des compétences très, très diverses. Après, les métiers restent. Les métiers restent. J'ai jamais vu un UX aller faire de l'ops ou l'inverse. Donc, les métiers restent. Après, effectivement, on peut élargir les compétences en se basant, si possible, sur la volonté des personnes. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui veulent apprendre des choses, leur dire, voici tout le spectre que couvre l'équipe, est-ce qu'il y a des choses qui ne vous intéresseraient pas? Donc, oui, il est probable que dans une démarche agile où on recherche l'excellence technique, le fait de former et de se former soit un élément essentiel. On parle d'amélioration continue au niveau de l'équipe, il faut peut-être aussi le pratiquer à titre individuel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. On a bien tenu le délai. Hein. Ouais. Profitez-en parce qu'il reste peu de temps. Là. J'ai comme l'impression qu'on va bientôt raccrocher. Donc, si vous en avez une petite dernière pour la route, c'est maintenant. Non, ça a l'air d'être bien silencieux. C'est ça. OK. Bon, du coup, on va en finir aujourd'hui. Ce soir, avec toi comme ça. C'est bien, on a tenu 1h44. Donc, c'est 1h40, on va dire. Il y a 15 minutes, 5 minutes en moins. Merci. Merci pour tes retours, tes feedbacks et tout ça. Je te remercie beaucoup pour tout ça, pour cet échange. Et puis à tous les autres que vous êtes restés si tard et tout ça. C'est un bon score pour un événement de questions-réponses. On est arrivé quand même à rester en moyenne à 13 personnes sur toute la soirée. Il y a eu des entrées et des sorties sur ces 13 personnes. C'est vivant. Mais voilà, tout à fait. Donc, merci beaucoup tout le monde. Dès qu'on sait qu'est-ce qu'il va y avoir comme événement pour le mois de mars,
on fera le nécessaire pour vous l'annoncer sur les réseaux. Et puis sinon, bonne fin de soirée. Alexandre, Oui, Adrien. parce que j'ai vu que la session a été enregistrée. Je veux savoir si tu vas mettre le lien quelque part pour voir le début. Oui. Alors, la session, elle est enregistrée. Je vais stopper l'enregistrement en passant. C'est pas grave. Donc, non, elle est enregistrée. On va la poser sur notre chaîne YouTube. Et de toute façon, sur le Meetup, je vais mettre le lien sur la chaîne YouTube dès qu'elle est postée. Laissez-moi le temps. Peut-être que je fais ça cette nuit. Peut-être que je fais ça le week-end prochain. J'ai une semaine qui est chargée. Ok, merci beaucoup. Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, merci Frédéric. Un petit mot pour la fin. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.